Heureux de vous retrouver pour cette séance 14, comment ramener un pécheur de son égarement. Alors je lis le texte. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il le sache, celui qui ramène un pécheur de son égarement sauvera son âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Ce qui est très beau, c'est, vous voyez, Jacques qui à la fin de la lettre me dit « Soyez préoccupés les uns des autres ». Vous savez qu'il n'y a pas de sanctification de manière individuelle. Le but de la lettre, c'était quoi? C'est qu'on soit parfait, mature, adulte. Bon. Du coup, j'aborde le thème de la correction fraternelle. Comment corriger l'autre? Alors, je vais le voir du côté de celui qui corrige et ensuite du côté de celui qui est corrigé. Bon, deux étapes. Alors, quand on dit correction fraternelle, c'est plutôt, c'est pas une correction, une baffe, non, c'est plutôt l'ophtalmo, vous voyez. Vous allez acheter des lunettes, hein, et vous allez, voilà, on vous dit, tiens, vous voyez, il faut que vous changiez un peu votre vue, là. Vous voyez pas très très juste. Corriger quelqu'un, c'est lui dire, à mon avis, il y a quelque chose qui n'est pas très juste. Hein. Bon. Alors, le texte qui fait autorité, c'est Matthieu 18, 15, bon, qu'on a vu dans la résolution des conflits. Après, vous savez, c'est ce texte, si quelqu'un a quelque chose contre toi, va le trouver seul à seul. Bon. Ce qui me gêne un petit peu dans ce texte, c'est le contre toi. Des fois, vous allez corriger quelqu'un, ce n'est pas contre vous qu'il a quelque chose, c'est que simplement, il déraille dans tel ou tel point, qui n'a rien à voir avec vous. Bon. Du coup, le texte, vraiment, dans la tradition de l'Église qui fait autorité, c'est Ézéchiel 33, hein, c'est sois guetteur, voilà. Bon. Si je dis au méchant, méchant, tu vas mourir, et que tu ne parles pas pour avertir le méchant d'abandonner sa conduite, lui, le méchant, mourra de sa faute, mais c'est toi que je demanderai compte de ton sang, etc. Bon. Alors, les textes sur la correction fraternelle, je vous en ai mis plusieurs, en gras. C'est pas une petite liste du copier-coller, hein, si vous voulez, c'est des textes vraiment sur la correction fraternelle, pas sur l'amour en général. Je trouve que ça vaut le coup que vous preniez le temps de regarder ces références pour voir que c'est un thème qui habite vraiment la parole de Dieu. Les grands exemples, non pas de discours, mais de personnages qui corrigent, je pense à deux personnages, Jean-Baptiste, qui va voir Hérode, qui lui dit, c'est en fait, ta femme, c'est pas ta femme, il y a un souci. Et quand même, bon, premier martyr. Le premier martyr est lié pas tellement à cause de sa foi, finalement. C'est au nom de sa foi, bien sûr, mais c'est à cause d'une correction qu'il a faite par rapport à un amour qui n'est pas légitime. Bon. Et puis un autre personnage, quand on remonte plus loin, c'est David avec Nathan. Nathan va corriger David. David, il a commis l'adultère, il y a quand même un guerrier qui est mort, Uri, il y a plusieurs vaillants guerriers autour qui sont morts. Quand Nathan fait la correction à David, je ne vous explique pas, c'est chaud. Il peut très bien y passer lui aussi. Et il ose une parole. Alors comment il fait? Il prend une petite parabole en se disant, tiens, si David mord à la parabole et me demande des explications, à ce moment-là, oui, je continuerai. Et à un moment donné, tu vas comprendre, c'est de toi dont je parle. Cet homme, c'est toi, hein, dira Nathan. Bon. Alors, concrètement, comment on fait? Je vous ai donné des petits points concrets. Alors, je les prends au fur et à mesure. Ils sont inscrits dans le cahier. Demandez la grâce du courage, le don de force. Pourquoi je dis ça? Parce que, vous savez, alors là, je prends un exemple d'église. Hein. Je dois dire à quelqu'un, en fait, il faudrait que tu arrêtes ton service pour différentes raisons. Bon. Et alors, j'aborde la personne en lui disant, alors, je viens de rencontrer, un grand sourire, comment tu te sens dans ton service? Alors la personne vous répond, ah ben moi ça va très très bien, je suis très très heureux. Et d'ailleurs, j'ai fait tel achat pour le service, etc., 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 etc. Comment voulez-vous lui dire d'arrêter ce service? Vous voyez, votre question, elle était fausse. Vous avez manqué de courage. Vous avez dit comment tu te sens dans ton service. Ce n'est pas la vraie question. Je viens te voir pour te demander voilà, d'arrêter cette fonction. Ça fait tant d'années, alors vous pouvez justifier. Et voilà, il faut qu'on réfléchisse ensemble ce que tu pourrais faire maintenant. Oui. Donc une parole claire et pas manipulatrice en prêchant autre chose que ce que vous voulez demander à l'autre. Bon. Ensuite, vérifiez que la matière est importante. Ça m'est arrivé dans une famille, bon,
10 minutes après l'apéro, la jeune fille descend, elle n'a pas de chaussons et les parents disent « Alors, Ludivine, tu mets tes chaussons, hein, c'est important, etc. » Il y a une scène qui commence. Alors, peut-être que c'était pour que les parents me montrent qu'ils éduquaient bien leurs enfants. Mais il y a des fois, je ne sais pas, mais... Enfin, je me lâche, hein, mais je trouve qu'il y en a, ils jugent vachement, ils cassent vachement. Attends, est-ce que c'est grave cette fois-ci que mon enfant descende sans chaussons? Vous voyez, on va corriger sur certains points. Si on est très autoritaire sur plein de choses, quand il y aura des choses importantes, elles n'auront plus de poids. Bon, est-ce que la matière est importante? Est-ce que je suis habilité à le faire? Moi, une fois, j'ai eu une difficulté avec un prêtre. Bon, ce qui est très rare hein, chez moi. Donc, bon. Et alors, je me faisais des nœuds au cerveau, mais comment je vais lui dire, etc., etc. Et puis alors, je me suis fait aider. On m'a dit, mais c'est pas à toi de lui dire, c'est à l'évêque. Donc va voir l'évêque, et c'est l'évêque qui lui dira. J'ai été voir l'évêque, il m'a dit, oui, vous avez raison, etc. Mais je vais lui dire, est-ce que je suis habilité? Des fois, bon, c'est pas notre fonction. Bon. C'est intéressant quand il y a parfois, alors je pense en église à ce qu'on appelle le conseil pastoral. Le conseil pastoral, c'est pas mal parce que ça peut être un filtre aussi. Des fois, j'ose pas trop aller voir le curé, etc. J'ai un peu peur. Et puis, je sais pas très bien si je dois dire à un tel, parce que si tout le monde corrige tout le monde dans une paroisse, vous savez, ça devient bon. Eh bien, le conseil pastoral, il a cette fonction-là. Je vais aller voir un membre du conseil pastoral en lui disant, écoute, moi j'ai un souci, je pense que on devrait faire ci, qu'est-ce que tu en penses? Et la personne te dit, mais oui, tu es habilité, c'est à toi de le dire. Oh non, c'est pas à toi. Voyez. Bon. Ensuite, seul à seul, c'est-à-dire sans appeler tout de suite les autorités. J'aime bien cette phrase de Léonard de Vinci, reprends l'ami en secret et loue-le en public. Seul à seul. Parfois, quand vous avez des personnes, entre guillemets, manipulatrices, c'est bien de rencontrer la personne à deux. Bon. Mais sinon, seul à seul. Hein. Arrête de mettre, on l'a vu, en copie à tout le monde, là. C'est pas ça, non. Bon. Dans un lieu adéquat, alors ça peut être un bureau, une voiture, vous voyez, pour dire une chose difficile, bon, est-ce que le restaurant est approprié? Moi, si je dis à mon vicaire, écoute, je t'invite au restaurant, c'est super, on va passer une soirée cool, et puis qu'au moment du dessert, je lui dis, écoute, à mon avis, hein, je te dis simplement, mais dans tes relations avec un tel, je crois que ça va pas. Sur ça, t'es pas carré, ça. Attends, t'as créé un espace qui est en contradiction avec ton propos. C'est un espace convivial et ton propos, il recadre. Bon. Vous voyez, si j'ai une chose difficile à dire à quelqu'un, peut-être que je vais choisir mon bureau. Voilà. Parce que là, du coup, on s'assied et puis il y a un cadre. La voiture, ça peut être un cadre. Parce que la voiture, vous êtes à deux, vous ne vous regardez pas, ce qui est pas mal aussi. Hein. On le voit avec des ados. Voilà, on parle de choses profondes comme ça. Et puis bon. Voilà. Quel est le cadre? Bon. La remarque, vous savez, dans la cuisine, là. Au fait, je voulais te dire que... Attends, entre deux portes, là, ou à la sortie d'une messe, ou je sais pas où... Attends, mais tu sais pas ce que... T'es en train de me dire ça, là? Mais tu sais pas ce que je suis en train de vivre. En fait, je viens de perdre ma grand-mère et je ne suis pas mis au courant tout de suite, mais pour moi, c'est difficile, ou j'ai eu tel échec. Tu es en train de me dire ça, je ne suis pas préparé. Vous voyez, il y a des lieux et des temps, est-ce que c'est le bon moment, qui ne sont pas adaptés, d'autres qui sont adaptés. Le cadre, c'est au sens aussi, le cadre, parfois c'est rappeler le cadre. Vous pouvez être en mode communication non violente. Vous savez, le truc, ah tiens, je dois m'approcher, lui dire les faits, ce que je ressens, etc. Bon, attends, mais la communication non violente n'a pas lieu dans ce lieu-là, à cause de cette difficulté-là, la communication non violente. Non, il y a un cadre qu'il faut que tu rappelles. En fait, je voudrais dire que ta mission, c'est d'arriver à 9h le matin, de partir à 17h, donc je n'ai pas à prendre des gants, il faut que je rappelle simplement le cadre. On s'était engagé en début d'année de faire 3 réunions, etc. etc. Vous voyez, rappeler le cadre, parfois, est tout simple. Voilà. Qu'est-ce qu'on s'est proposé comme charte? Voilà. Si la personne en face de nous, vous voyez, ne nous sent pas assurés, c'est comme les chiens, hein. Quand vous avez peur d'eux, en fait, ils ont peur de vous. Et tout le monde a peur. Et on rentre dans l'angoisse. Il y a un climat généralisé d'angoisse, de colère, etc. Par contre, quand, vous voyez, devant le Seigneur, je pense que les choses sont justes, ben voilà. Alors, je demande ce don de force, cet aplomb, voilà, je te rends compte, je te dis paisiblement les choses,
Et la personne, elle est en confiance parce que ma colère, elle est tombée, parce que je me semble que c'est juste pour sa sanctification et pour le bien de l'entourage. À un moment choisi, vous avez remarqué que Dieu ne parle pas à Adam au moment de sa faute, il parle après la faute. Quel est le bon moment? Avec un cœur paix, humble, dans la discrétion, en priant, et enfin en vérifiant les conséquences. Vérifiant les conséquences, moi j'avais une difficulté avec quelqu'un, et j'aime bien être aidé par d'autres aussi. J'avais un sage avec moi, et je lui ai dit, écoute, il y a une difficulté là avec cette personne, je pense qu'il faut que je lui dise. Il faut que j'arrête d'être vous savez, un petit animal de forêt devant des phares de voiture qui est ébloui, qui n'ose rien dire, titanisé devant l'autre. Je vais lui dire, allez, je suis grand. Et alors il me dit, écoute, cette personne, c'est simple, tu sais qu'elle va déménager, tu vas lui dire ça, c'est simple, elle va te pourrir tout ton entourage. L'autre n'est pas forcément en attitude, en capacité de recevoir, et peut-être que les effets ne sont pas forcément bénéfiques. Voilà. Donc là, c'est toujours à peser, à mesurer, et c'est pour ça que c'est bien de se faire aider. Alors, je vous propose 2 dernières questions que je vous ai mis avant de corriger, que j'ai mis dans le polycopier. Est-ce que ma relation à l'autre est suffisamment chaste, dépourvue d'intérêt, pour demeurer libre et faire cette correction? Je prends l'exemple, un exemple inventé qui s'appuie sur un fait réel. Alors, exemple inventé, je suis dans une association et j'ai un bon père qui me fait des conférences tous les mois. Ah, c'est super, il nous fait des super conférences, il parle bien, et puis il nous emmène en Terre Sainte, enfin bref, vous voyez, le prêtre, on aime, enfin voilà, qui est agréable, quoi. Mais en même temps, ce prêtre, j'ai remarqué que il demande beaucoup à se faire inviter un peu à droite à gauche, mais un peu trop, de manière un peu excessive. Et puis, il demande un peu des sous toujours pour ses associations, bon, plein de choses à faire, plein de projets. Et puis, il veut un peu accompagner tout le monde. Je ne sais pas pourquoi, il veut que tout le monde soit un peu son confident. Ça me gêne un peu. Et là, je me dis, si je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Mais peut-être qu'il ne va plus m'emmener en Terre Sainte, qu'il ne va plus animer, accompagner mon groupe. Donc, je n'ai pas trop envie de lui dire. Et donc, je ne vais pas lui dire. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Vous voyez, en fait, le prêtre se sert de mon groupe et moi, je me sers de lui. On a déjà vu relation utilitariste. Vous voyez, et du coup, manque de confiance dans la providence, manque de confiance devant le Seigneur, je ne lui dis rien. Non, il faut oser. Il faut oser si on pense que ce n'est pas juste. Et reprendre, vous voyez, le mode communication non violente avec des faits concrets, etc., en laissant la liberté pour que l'autre s'exprime. Bon, on va le voir en détail sur comment on fait cette correction. On va petit à petit y aller. Donc ça, c'est la deuxième chose. Est-ce que c'est suffisamment chaste, hein? Bon. La deuxième chose que je vous ai dit, c'est est-ce que j'ai compris que c'est parce que je suis suffisamment serviteur de l'autre, concrètement en acte, que j'ai le droit de faire une remarque en parole? Il n'y a rien de pire pour un curé d'avoir à la sortie de la messe quelqu'un que vous n'avez jamais vu et qui vous dit « Mon père, votre paroisse, c'est pas bien, il y a ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas, etc. Les enfants font trop de bruit, vos homélies sont trop longues, patati patata. » Attends, t'es en train de me démolir, je te connais ni d'Ève ni d'Adam là. Par contre, vous voyez, quand j'ai un paroissien qui se défonce, c'est vrai, pour la mission, pas forcément dans ma paroisse, en général, qui se défonce pour l'annonce de l'Évangile, ben je l'écoute. Ouais, il a une autorité. Donc est-ce que, vous voyez, on est suffisamment serviteur de l'autre pour pouvoir nous permettre une remarque en parole? Alors, je vais vous donner un peu des exemples de correction popcorn. Bon, je vais dire la chose qui ne va pas tout simplement à l'autre. Bon. Je vais utiliser, vous savez, la formule « merci, s'il te plaît, pardon ». C'est des petits rites que font certains couples, ça c'est intéressant. Vous voyez, prière du soir, 3 mots, bon, qui permettent de demander quelque chose, de demander pardon. Bon. Vous pouvez offrir un livre. Moi j'ai fait ça, je pense, plusieurs fois, mais alors je ne vous dirai pas le titre, parce que si vous tombez chez la personne. Et la personne, quand elle a reçu le livre, vous voyez, elle a tout à fait compris de quoi il s'agissait. Alors, après, c'est intuitif, hein, mais il ne faut pas se tromper, mais bon.
Il y a des enfants qui offrent une box à leurs parents, vous savez. Bon, papa, maman, bon, faites-vous un petit week-end dans un château, voilà. Bon, je peux demander la permission. Est-ce que tu es prêt à tout entendre? Est-ce que tu es intéressé d'avoir un retour? Moi, j'ai un laïc qui m'a fait ça, en paroisse. Et un laïc, un ancien manager, enfin quelqu'un d'autorité. Et moi, ça m'intéresse, ouais. Ouais, ça m'intéresserait d'avoir un petit retour ouais, sur ma mission, sur la manière dont je la vis, etc. Ouais, ouais, ouais. Bon, alors, tu veux que je t'en parle quand? Vous voyez, est-ce que tu es prêt à un retour? Petit 1, petit 2, quand? Oui, concret. Ben, pas tout de suite, là, tu vois, là, je suis pris, mais on prend un temps, ouais, je veux bien qu'on prenne 1 heure ensemble. Voilà. Alors là, à ce moment-là, vous voyez, je demande la permission, je frappe à la porte. Et la personne dit oui ou non. Vous voyez, il y a des gens qui veulent toujours vous corriger, vous dites c'est sympa, mais enfin, oui, je vous écouterai une autre fois. Enfin bon, voilà. Parce que je ne reconnais pas qu'elles sont légitimes. Bon. Une personne qui ne va pas bien, je peux lui dire qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Mais je vais le dire de manière grave. Qu'est-ce que tu voudrais? Comment je pourrais t'aider? Là, la personne, si elle sent qu'il y a un souci, elle vous ouvre la porte. Ouais, t'as compris que ça allait pas bien, ouais. Ouais, mais en fait, tu sais, mon souci, c'est là. C'est ça. La question est très large. Comment pourrais-je t'aider? Soit elle comprend, soit elle ne comprend pas. Bon, c'est à elle de prendre ou de ne pas prendre. Bon. Donc la question, c'est pas tellement, vous voyez, est-ce que je peux lui parler? Est-ce que je dois lui parler? En fait, vous allez dire non, 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 faut laisser, on va rien dire. Non, c'est comment? Comment cela va-t-il se faire? Comment je vais parler? Posons-nous plutôt la question. Hein. Parce que sinon, on est toujours un petit peu dans une démission. En fait, on dit, ben, par charité, voilà, il faut rien dire. Non, soyons adultes. Alors, je vous propose une petite méthode qui est la méthode DESC. Alors, vous verrez, il y a plein de vidéos sur Internet, etc. C'est un cabinet de coach qui me l'a conseillé, qui a vécu ce parcours Vivre ensemble mode d'emploi avec moi. On l'a donné en retraite. Et donc, l'idée, c'est assez proche de la communication non violente, c'est de décrire le fait problématique, de partir du ressenti, hein, l'émotion. Ben, voilà, moi, ce que ça fait chez moi, tu vois, cette difficulté. Je parle de moi, hein, pas de jugements généraux. Ensuite, la solution, voilà ce que je te propose, et puis les conséquences positives. Bon. Alors, le tableau est bien fait, prenez-le. Ça vaut le coup, peut-être, entre vous, là, si vous êtes à plusieurs, d'arrêter la vidéo et de faire le petit exercice. Vous dites, tiens, je vais apporter un cas, soit passé, soit futur, parce que j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, ça va être un petit peu compliqué. Et je vais vous le faire, l'entretien, avec les 4 étapes. Et puis l'autre regarde, vous pouvez faire plusieurs groupes, et ouais, tu vois, là, la manière dont tu parles, c'est pas vraiment du ressenti, c'est plutôt du jugement, etc. Hein, l'autre a ce regard extérieur. Ça vaut le coup d'essayer de faire ce petit exercice pratique. Bon. Alors, maintenant, je regarde du côté de celui qui est corrigé. Alors, j'imagine que vous devez partir, éteindre la vidéo. Qu'est-ce que vous devez retenir de ce que je vais dire maintenant jusqu'à la fin? 2 points que je vous ai mis sur le polycopier. 1. Est-ce que j'ai compris que quel que soit mon génie personnel, il peut y avoir chez moi un ou plusieurs angles morts qui fait que je ne vois pas mes éloignements, mes erreurs, ce que je dois corriger? Premier point. Ce qui veut dire que les gens sont géniaux. En fait, ils sont géniaux à 97%. Il y a 3%, ce qu'on appelle d'angle mort, où ils ne voient pas le problème. Le curé d'Ars voyait très bien ce qu'il fallait que les autres vivent, mais il pensait très droitement qu'il devait quitter la paroisse pour être moine. Et donc, il a fugué à plusieurs reprises. Vous imaginez, moi, si à 5 heures du matin, je quitte ma paroisse sans rien dire, pour aller dans un lieu, bon, sans donner d'adresse, monsieur le curé fait sa crise. Enfin, non mais, bon. Donc, est-ce que j'ai conscience que, quel que soit mon génie, en fait, il y a 3% d'erreur? Est-ce que je l'accepte ou pas? Pas de manière théorique. Hein. Est-ce que j'y crois vraiment? Bon. La deuxième chose, c'est est-ce que j'ai quelqu'un avec qui je me sens à l'aise, à qui je donne le droit de me dire ce qu'il veut sur ma vie au fort externe, mes angles morts? Est-ce que je peux le nommer? Vous voyez, dans mon exemple tout à l'heure, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, tiens, Paul, est-ce que tu serais heureux de tout entendre, d'avoir un retour, un feedback, comme on dit?
sur ce que tu fais dans la paroisse. Est-ce que moi, j'ai quelqu'un avec qui je me sens à l'aise, voilà, et à qui je dis, ouais, tu peux me dire, moi, si tu vois que je débloque dans mon couple, dans ma vie de célibataire, dans mon travail, je te donne le droit de me dire quelque chose. Voilà. Alors, du coup, ça, c'est les 2 points qu'on va développer. Et du coup, comment parler à l'autre, comment corriger? Bon. En fait, c'est hyper compliqué de corriger. Attendez, on va être vrai. Attendez, vous avez vu le nombre de points que je vous ai mis là? Je vous ai dit, en fait, pour corriger, il faut avoir le don de force, vérifier que la matière est importante, vérifier que je suis habilité, seul à seul, dans un lieu adéquat, à un moment choisi, avec un cœur en paix. Oh, moi, je vais rien pouvoir dire là avec ça. Bon. Donc, ce qui est quand même beaucoup plus simple, c'est quand moi, je demande un retour. Et donc, demander un retour, je vais vous le montrer comment ça se place, dans quel cadre. C'est ce petit tableau qui s'appelle la fenêtre de Johari. En fait, la correction, c'est beaucoup plus facile quand c'est toi qui la demande, qui demande un retour. Qui demande quoi? Un retour par rapport à ton angle mort. Cette petite fenêtre de Johari, donc c'est deux personnages, Joseph Luft et Harry Ingman, des psychologues américains, qui l'ont proposé et qui donnent ce petit outil de relation. Pour qu'une relation soit saine, il faut que la zone publique, l'espace public soit plus large. Alors l'espace public, c'est quoi? Ce que l'autre connaît de vous et ce que vous connaissez de vous-même. D'accord? Plus cet espace est large, plus notre relation est agréable, fraternelle. Voilà, vous connaissez des choses sur moi, bon, et moi je sais aussi des choses sur moi. Voilà. Bon. Ensuite, la zone privée, c'est ce que vous connaissez sur vous, mais que l'autre ne connaît pas. Et vous dites, ça serait pas mal que je lui dise ceci pour que notre relation soit plus agréable. Alors, ce n'est pas directement sur la correction fraternelle, c'est pour ça que je ferai une petite vidéo en plus sur cette zone privée, mais je vous donne un petit exemple tout simple. Vous voyez, si je pars le matin de ma paroisse, allez, sans dire bonjour à la personne d'entretien. Alors je pars une fois sans dire bonjour du tout. C'est pas habituel. Ben oui, parce que je vais très vite, parce que je dois aller chez le dentiste et puis je suis en retard. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que le dentiste, ça n'a pas fonctionné. En fait, je me suis trompé de rendez-vous, donc c'est le lendemain. Et le lendemain, je pars à nouveau très vite. Et la personne d'entretien me dit, mais c'est bizarre, ça fait 2 jours que l'autre ne me dit rien, ne me dit pas bonjour, rien du tout. Je pense qu'elle veut peut-être me licencier ou je ne sais quoi, etc. Vous voyez ? En fait, j'ai pas dit à l'autre salut, je pars chez le dentiste, voilà, j'ai pas le temps, à très vite. En fait, quelles sont les informations que je dois donner? Alors ça, on va le voir dans une vidéo à part, mais en fait, j'ai vu un nombre d'incompréhensions parce qu'il y avait des infos que je connaissais, que tu ne connaissais pas, et du coup, tu étais dans l'imaginaire à mort. Alors, je reviens à la correction fraternelle. La correction fraternelle, c'est l'angle mort. C'est ce que tu vois de moi et que je ne vois pas. La feuille de salade sur la dent. Tout le monde la voit, sauf moi. Bon. Et donc, ce qui serait corriger quelqu'un, c'est lui dire, en fait, tu sais, tu as une petite feuille de salade sur la dent. Alors, pour la caméra, c'est pas super. Vous voyez? Bon. Et puis, la zone mystère, c'est un peu notre rapport à Dieu. Mais Seigneur, donne-moi les clés pour comprendre mon histoire. Pour comprendre ce que je vais devenir. C'est ce que vous ne savez pas vous-même et ce que l'autre ne sait pas. Bon, vous ne savez peut-être pas que, dans 5 ans, je partirai en coopération au loin, et puis bon, pour justement élargir mes relations et passer de relations européennes à des relations, un autre pays nous fait penser autrement les relations, je ne sais quoi, etc. Bon, alors, l'angle mort, je reviens à cet angle mort parce que ça, c'est quand même hyper important. C'est-à-dire qu'en fait, l'autre, vous allez lui demander, en fait, qu'est-ce que tu penses de moi pour telle ou telle situation. Alors l'autre va vous dire, écoute, moi, ce que je trouve, tu me demandes, je te trouve vachement autoritaire. Ah bon? Ah d'accord. Ou je trouve que, enfin, on a l'impression que tu aimes bien vivre seul, tu vois, t'es pas trop collectif, quoi. Ah. Alors, c'est intéressant, c'est-à-dire que vous avez un retour. Alors, le retour, vous en faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que la question, c'est pas de savoir si l'autre dit vrai. Parce que l'autre, elle vous a vu dans un temps peut-être réduit. C'est pas ça la question. La question, c'est comment je parais. Comment l'autre m'aperçoit. Tiens, il m'aperçoit comme une personne autoritaire, comme une personne qui n'aime pas ceci, etc. Bon.
Et à ce moment-là, vous voyez, en fonction de ce qu'on vous dit, c'est comme un angle mort dans une voiture. Vous dites, moi, je continue à vivre comme ça. J'ai vu dans mon angle mort telle chose, mais je double. Ou vous dites, j'ai vu dans mon angle mort que j'étais autoritaire, oulala, je change. Je double pas, je reste, je ralentis, etc., etc. Les informations que les autres me donnent, je les traite. Je change ou je ne change pas. Bon. Alors, quelles sont les questions que je pourrais poser à l'autre pour qu'il me révèle mon point noir, mes angles morts? Bon, je prends l'exemple du prêtre. Qu'est-ce que tu penses dans ma manière de gérer la paroisse? Je demande ça à un laïc. Je demande ça à mes confrères. Je demande ça à mon évêque, par exemple. Comment, vous voyez, dans un couple, comment tu trouves mon chéri, ma chérie, que je m'occupe des affaires de la maison, de l'entretien de la maison, des enfants? Tu es satisfait quand je reviens le week-end, parce que toute la semaine, je suis en voyage à droite à gauche. Est-ce que tu es heureuse de la manière dont je m'occupe des enfants? Ouais, je trouve que c'est chouette. C'est bien parce que tu n'es pas sur ton portable, ça c'est chouette. Voilà, j'aime ce retour. Et puis tu as des moments, ils ne sont pas longs avec les enfants, mais ils sont intenses. Ah, super. Qu'est-ce que tu penses de nos relations conjugales? Bon, tu vois, je donne à l'autre de s'exprimer. Qu'est-ce que tu penses de ma manière de dépenser l'argent? Qu'est-ce que tu penses de mon rapport avec un tel? Je sens que j'ai senti que tu étais un petit peu gêné parce que je passais beaucoup de temps avec un tel. Bon. Moi, j'ai eu un jour, j'ai fait venir quelqu'un pour donner un témoignage, un couple. Et donc, le témoignage pour une veillée, en fait, il me parle de la providence. Je vous le fais un peu court. Oui, on a prié Saint-Joseph, ça a été très beau parce qu'il nous a permis d'avoir un appartement avec 5 pièces, et puis on avait chacun une chambre d'amis, 2 bureaux, patati patata. Attends. Et le problème, c'est qu'il parlait devant une assemblée qui n'avait pas les moyens de s'acheter un studio. Et en fait, j'ai pas pu leur dire. Votre témoignage, il était super sur ça, mais l'exemple de l'achat de l'appartement, ça ne le fait pas. Vous voyez? Quand les gens font 45 minutes aller et 45 minutes retour pour donner un témoignage et parler 15 minutes, non. Donc vous voyez, s'il m'avait demandé un retour, Paul, qu'est-ce que tu as pensé de notre témoignage? Là c'était facile. Mais votre témoignage était super, parce que vous dites bien comment Dieu vous guide, mais là ça ne va pas sur cet exemple-là. Vous voyez? Bon. Pour un prêtre, quelle est l'idée que tu as retenue de mon homélie? Je demande un feedback. Mon père, vous avez dit beaucoup de choses. C'était très riche, hein. Oui, d'accord, mais vous avez retenu quoi? Je ne saurais pas vous dire. Bon, mon homélie, elle n'est pas bonne, c'est tout. L'idée, je veux une idée que tu as retenue. D'accord? Bon. La question à la fin d'un entretien. Un entretien difficile. Vous imaginez que vous devez... une chose importante, grave. Comment tu vis ce que je suis en train de te dire? Comment je vis ce que... En fait, j'ai l'impression d'être complètement démoli. Ou alors, non, ce que tu es en train de me dire, ça m'a libéré. Vous voyez, si la personne vous dit « je suis complètement démoli », à ce moment-là, vous pensez à un scénario autre pour la suite. Ça veut dire que, ok, je te dis ça, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Suite à l'entretien qu'on a. Ok? Bon. Et qu'est-ce que tu retiens, en fait, de ce qu'on a dit ensemble? Et je pose des questions pour avoir un feedback sur la manière dont ma parole est perçue par l'autre. Vous pouvez avoir des questions plus larges. Hein. Vous savez que les gens adorent donner leur avis. Je me souviens d'une paroisse, je terminerai par ce dernier exemple, mais une paroisse, elle disait « nous, on n'arrive pas à évangéliser, ça ne marche pas bien ». On va demander aux gens qu'est-ce qu'ils pensent de nous. Les gens, ils ont dit, en fait, vous savez pourquoi on ne va pas à la messe? Parce que, en fait, nos enfants, ils crient, on n'arrive pas à les gérer, on a toujours l'impression d'avoir honte parce qu'on a des enfants avec nous. 2, les homélies, on ne comprend pas grand-chose. 3, en fait, le dimanche, nous, on aime être en famille. La paroisse, il a dit quoi? Le curé, il a dit, on va s'occuper des enfants, voilà. On va faire des activités pour eux, on va les intégrer, voilà. On va faire des dimanches festifs. 2, on va faire des homélies simples, on va les préparer, on va travailler avec d'autres, nos homélies. 3, il faut que le dimanche à la paroisse, ça soit un dimanche pour la famille, au service de la famille. Ils se sont remis en cause. Hein. Donc, ce que j'invite, vous voyez, c'est de réfléchir aux événements, parce qu'il y a des événements aussi qui peuvent nous remettre en cause. Tiens,
j'ai mal vécu là. En fait, j'ai pris une nouvelle responsabilité et je me sens dans l'angoisse. J'ai telle difficulté dans cette nouvelle responsabilité. Tiens, qu'est-ce que cet événement éclaire? En fait, c'est la première fois que je suis en responsabilité. Je me rends compte, je ne sais pas dire non, je ne sais pas gérer un conflit. Ah, l'événement a éclairé un angle mort dans ta propre vie. Mais vous voyez, quelles sont les personnes, voyez, les paroles que je dois demander, enfin, les retours que je dois demander à l'autre. Et moi, ce que je voudrais, c'est un peu mon rêve, c'est qu'on entre dans une culture du feedback généralisée. C'est-à-dire que, bien sûr, on ne va pas demander un retour toutes les 5 minutes, mais dans des choses importantes, qu'on ait cette attitude de retour, de feedback pour grandir. Voilà. Toujours dans la suite de la correction fraternelle, du coup, je prends le point 3, petite considération sur la sanctification laïque-prêtre. Je voudrais terminer par ça. Je trouve que dans notre manière de vivre ensemble, prêtre laïque, on est beaucoup dans l'émulation, la stimulation, les idées. Alors, on se dit, tiens, pour l'évangélisation, alors voilà, c'est ça qu'il faudrait faire. Ah, tiens, j'étais aux États-Unis, il y a ça, il y a tel groupe à tel endroit qui fait ça, mais c'est ça. On est beaucoup dans la réflexion par rapport à l'évangélisation, la remise en cause. On se remet perpétuellement en cause sur comment évangéliser. Dans les groupes très, très engagés, vous sentez ça. Bon, on fait des congrès, missions, etc. Bon, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait cette même passion pour la sanctification. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est prêtre laïque ensemble dans un même questionnement sur la sanctification, comment devenir saint, comment ne pas tomber dans le caniveau, dans le ravin, sortir de la route, sortir du chemin, comment, en fait, voir nos angles morts. Et évidemment que ça me préoccupe pas mal parce que, étant, du coup, pour le coup, membre de la communauté de l'Emmanuel, vous savez que la question de Pierre Goursat, c'était ça au départ. En fait, Pierre Goursat voyait des prêtres, que ces prêtres, il y allait en avoir de moins en moins, que bien sûr que quand on peut les regrouper, c'est super, mais il disait, en fait, les laïcs vont garder certains prêtres pour qu'ils ne partent pas dans le décor. Et donc, il voyait un rapport prêtre-laïque. Les prêtres, nous, on sanctifie beaucoup les laïcs. Je veux dire, on vous fait des homélies tous les 2 jours, on vous fait la morale, on vous dit voilà, convertissez-vous, patati, patata, on vous prêche des retraites, on est capable de prendre l'avion. Ah mon père, vous pourriez faire le mariage d'un tel, oh, le baptême, mon père, vous nous avez mariés, ça serait vraiment super que vous fassiez le baptême du petit. On vous paye l'avion, pas de problème. Et on fait 800 km, on se défonce, nous, les prêtres, pour sanctifier les laïcs. Vous, qu'est-ce que vous faites pour nous ? Bah, écoutez, mon père, quand même, on fait des choses. Écoutez, on vous ouvre notre maison, voilà. Venez dîner quand vous voulez. Oui, d'accord, c'est super de nous inviter. Mais la question, c'est pas simplement être à côté. C'est est-ce qu'un laïc est capable de dire à un prêtre, écoute, mon père, je pense que c'est pas très juste. Mais le laïc, il va pas le dire. Il va le dire si quoi ? Si le prêtre demande un retour. Si le prêtre demande un feedback, tiens, j'aimerais que tu me dises, voilà, ce qui est. Alors vous allez me dire, ouais, mais attends, le prêtre, il a un père spirituel. Des fois, il a un accompagnateur. Attends, le père spirituel, il ne le voit pas forcément vivre. L'accompagnateur, même, des fois, vous avez des accompagnateurs laïcs, il ne le voit pas forcément vivre sur son lieu. Quelle est la personne, et là je m'adresse à tous, prêtres, laïcs, à qui je donne le droit de me dire les choses. Quand le pape François, dans sa lettre sur les abus, parle de l'Église qui a une responsabilité, c'est bizarre, mais il dit nous. Nous. Pourquoi nous ? Nous n'avons pas su être là où nous le devions. Nous n'avons pas agi en temps voulu. Pourquoi il dit nous ? Parce que la sanctification, elle est ensemble. Je suis responsable quand quelqu'un s'égare loin de la vérité. Je vous invite pour la prière de prendre ce texte de Jean 21 que je vous ai mis en 3e colonne. En fait, Jean 21, vous savez, c'est la fin de l'évangile de Jean. Et c'est très beau parce que, de même que dans l'épître de Jacques, Jacques termine en disant « Mais prenez soin des autres ». Qu'est-ce que dit Jésus à propos de Pierre dans la fin de l'évangile de Jean ? En fait, occupe-toi de mes brebis, paie mes brebis. C'est très dur, hein. Pierre, il a pas su bien, enfin, il croyait qu'il allait suivre le Christ, puis il n'a pas suivi le Christ, il n'a pas su suivre le Christ. Bon. Et c'est beau parce qu'à la fin de l'évangile, Jésus lui dit, mais tu sais, suis-moi.
En fait, c'est la première fois dans l'Évangile qu'il lui dit « suis-moi ». Vraiment le mot. Hein. Et bien sûr qu'il est appelé avant, mais il est appelé, il investit ses propres forces et il ne compte pas beaucoup sur la grâce. Et tout de suite, en fait, Pierre se met en mode correction fraternelle, c'est-à-dire qu'il va coacher l'autre. Et lui, alors, qu'est-ce qui va lui arriver? Il faut que je m'en occupe. Non, toi, suis-moi. Hein. Et puis, l'autre, voilà. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. En fait, le disciple, la charité, vous savez, c'est Dieu qui la donne. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? À 3 reprises, Jésus lui dit ça. Et j'ai envie de dire, demandons vraiment que cet amour de Dieu soit en nous, pour que nous aimions nos frères et que nous puissions aussi peut-être entrer dans une certaine nuit, dans cet accompagnement, dans ce service du monde. Vous savez, un Jonas, il ne sait pas tellement comment évangéliser Ninive. Il ne veut pas rentrer dans la nuit. Un Joseph, le Joseph du Nouveau Testament, il doit s'occuper de la mère de Dieu. Il se rend compte qu'à un enfant, je ne suis pas au courant, il entre dans la nuit. Et donc je vous invite à méditer ce texte en demandant « Seigneur, donne-moi cette grâce de l'amour pour que j'entre dans la nuit et que je m'occupe des autres comme tu t'en occuperais, car c'est toi le berger. » Bonne prière, bonne route.